Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mécanismes de régulation de la glycémie. Alors, la glycémie correspond à la concentration en glucose dans le sang. Elle est exprimée en grammes par litre. On observe sur ce graphique que la glycémie reste toujours sur une valeur proche de 1 gramme par litre de sang. On observe également que lors des repas, le glucose contenu dans l'appareil digestif passe dans le sang, mais on observe également que la glycémie augmente très faiblement. Cela veut donc dire que le glucose va être stocké dans des organes de réserve. On observe également que lors d'une activité physique, la glycémie diminue du fait que les muscles consomment du glucose et que lors d'une période de jeûne, la glycémie ne diminue pas. Cela veut donc dire que l'organisme est capable de libérer du glucose dans le sang en fonction des besoins. Alors, en cas d'hyperglycémie suite à un repas par exemple, on va voir que le glucose va être transporté par le sang et va être stocké au niveau d'organes de réserve. Ces organes de réserve sont principalement le foie et les cellules musculaires. Pour des soucis pratiques sur le schéma, je n'en présenterai que les cellules hépatiques, les cellules du foie. Le glucose passe alors dans la cellule hépatique où il va être stocké sous la forme de glycogène. C'est ce que l'on appelle la glycogénogénèse. Lors d'une hypoglycémie, suite par exemple à une activité physique ou à une période de jeûne, le foie va libérer du glucose qui va passer dans le sang, ce qui permettra d'augmenter la glycémie. Il est très important de retenir que le foie est le seul organe capable de libérer du glucose dans le sang. Le glucose stocké sous forme de glycogène dans les cellules musculaires n'est utilisé que par les cellules musculaires. Alors comment le foie sait-il s'il doit stocker ou libérer du glucose? Cela repose sur l'activité d'un organe que l'on appelle le pancréas, qui possède une partie, les îlots de Langerhans, ayant une fonction endocrine, ce qui veut dire que les îlots de Langerhans sont capables de libérer des hormones. Ces îlots sont composés de deux types de cellules, les cellules alpha et les cellules bêta. Si l'on prend le cas d'une hyperglycémie suite à un repas, les cellules bêta des îlots de Langerhans vont percevoir que la glycémie est trop importante et en réponse, ces cellules vont libérer de l'insuline. L'insuline par voie sanguine va être amenée jusqu'aux organes de stockage, le foie par exemple. L'insuline se fixe alors sur un récepteur spécifique qui va activer la formation de transporteurs à glucose et faciliter l'entrée de glucose dans la cellule hépatique. L'insuline va également provoquer une facilitation de la glycogénogénèse et donc le stockage de glycogène et à l'inverse va inhiber la glycogénogénolyse et donc faciliter la formation, encore une fois, de glycogène. Ainsi, le foie stocke du glucose et la glycémie diminue. On dit donc que l'insuline a une action hypoglycémiante. Si on prend maintenant le cas d'une glycémie inférieure à la normale, à 0,8 g par litre de sang, c'est sur cette fois-ci les cellules alpha qui vont agir et qui vont libérer une hormone appelée le glucagon. Le glucagon va se fixer sur un récepteur spécifique qui va activer les transporteurs à glucose pour que le glucose sorte par voie sanguine. Le glucagon va également activer les enzymes permettant la glycogénogénolyse et donc la formation de glucose. A l'inverse, le glucagon inhibe la formation de glycogène par glycogénogénèse. Grâce au glucagon, le glucose est donc libéré dans le sang, la glycémie revient à sa valeur normale. On dit que le glucagon a un effet hyperglycémiant. On voit donc sur ce schéma que toute la régulation de la glycémie repose sur deux hormones aux effets opposés, le glucagon et l'insuline, tous deux libérés par la partie endocrine du pancréas, les îlots de Langerhans. Mais il arrive chez certaines personnes qu'il y ait des anomalies de cette régulation de la glycémie. C'est ce que l'on appelle les diabètes. Il existe deux types de diabète. Le diabète 1, appelé diabète insulinodépendant. En effet, chez les personnes atteintes de diabète insulinodépendant, de façon très précoce, des anticorps et d'autres cellules immunitaires vont détruire les cellules bêta des îlots de Langerhans. Ces cellules étant détruites, il n'y a plus d'insuline et les mécanismes de stockage du glucose n'existent plus. La glycémie n'est donc pas régulée, elle est maintenue à un niveau élevé. Ce type de diabète se déclenche généralement chez les individus relativement jeunes et qui, par ailleurs, étaient en bonne santé, aux alentours de 10 ans. Le principal traitement contre le diabète de type 1 correspond donc à l'injection d'insuline, ce qui permet de rétablir une glycémie normale. Le diabète de type 1 dépend à la fois de paramètres environnementaux,
On a ainsi pu mettre en évidence l'action de certains virus et sur des paramètres génétiques. Le deuxième type de diabète correspond au diabète non insulinodépendant. Chez ce type de diabète, les îlots de Langerhans fonctionnent de façon normale, au moins durant les stades précoces de ce diabète, et libèrent donc de l'insuline. Néanmoins, cette insuline n'a aucun effet sur les cellules hépatiques qui sont devenues insensibles à l'insuline. Aussi, comme l'insuline n'a pas d'effet, il n'y a pas de stockage du glucose et donc la glycémie reste élevée. Comme la glycémie est élevée, les îlots de Langerhans s'épuisent à produire en continu de l'insuline et au bout d'un moment, ils ne peuvent plus en produire. À ce moment-là, l'individu est insensible à l'insuline et n'en produit plus. Les traitements appliqués pour ce type de diabète consistent principalement à retarder la diffusion de glucose dans le sang et également à agir sur les cellules hépatiques de façon à ce qu'elles soient capables de stocker du glucose. Ce type de diabète touche généralement des individus d'un certain âge et qui sont sédentaires et en surpoids. Il existe donc des paramètres liés au mode de vie, l'alimentation, la sédentarité, mais également des paramètres liés à des prédispositions génétiques.